qui donc reçoit dans le cadre de l'émission Remue Ménage deux hommes que vous connaissez bien sûr. Il s'agit de Momar Ndao. Momar Ndao, il est, vous le savez, président d'Ascosen, le consumériste. Bonjour Momar. Bonjour Mohamed. En face de lui, on a un autre aussi que vous connaissez, habitué de nos antennes, Abdou Fouta Yahoumpa, inspecteur du travail à la retraite. Bonjour monsieur. Bonjour Alimou. Alors donc, on va y aller très rapidement sur cette DPG d'Ousmane Sonko qui arrive le 27 de ce mois, 27 décembre, Inch'Allah. Alors, focus sur cette déclaration de politique générale. Abdou Fouta Yahoumpa, très rapidement, qu'attendez-vous d'Ousmane Sonko le vendredi prochain? Oui, essentiellement qu'ils disent à la population du Sénégal, surtout à ceux qui ont eu à voter pour son parti, là où il compte amener le Sénégal durant, en tout cas, le magistère de celui qui a fait confiance et qui l'a nommé au poste de Premier ministre, qui nous disent clairement, véritablement, les moyens dont il dispose et les objectifs qu'il veut atteindre. Parce qu'il n'y a que ces deux volets qui essentiellement vont intéresser l'essentiel des Sénégalais qui réfléchissent sur les politiques publiques. Quels sont les moyens dont il dispose et quels sont les objectifs qu'il va atteindre. À partir de ce moment-là, on pourra le juger à l'échéance. Alors donc, je me tourne du côté de Momar Ndao, vous dirigez une association de consommateurs. On sait que cette DPG, elle est attendue depuis presque un an. Alors, Ousmane Sonko finalement va faire face aux députés. Vous savez, cette DPG se passe dans un contexte, on dira, de morosité économique. Sur quoi vous l'attendez concrètement? Sur quoi exactement? Pour relancer vraiment l'économie. Alors, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a une direction qui avait été choisie par le président Diomaye Faye et son gouvernement à sa tête, le Premier ministre. Cette direction, c'est plus de souveraineté, plus de respect de notre État, plus de pertinence dans les différents contrats qui vont être signés avec des partenaires étrangers. Mais tout cela doit revenir aux consommateurs, pour l'intérêt du consommateur. Je m'explique. Si on préserve nos hydrocarbures, si on se débrouille pour avoir les meilleurs contrats au niveau minier, etc. Renégocier les contrats pour ceux qui sont déjà passés? Discuter les contrats, tout est possible. C'est possible? Parce que il est toujours possible de discuter. Discuter ne veut pas dire qu'on aura tel ou tel résultat, mais discuter, c'est la base du partenariat. Donc, discuter sur tous les éléments liés au contrat, c'est possible. Alors, l'autre élément important, c'est que quand on parle de souveraineté économique, l'une des choses qui vient à l'esprit, c'est l'autosuffisance alimentaire, qui devrait permettre aussi de pouvoir nous consommateurs, d'avoir des produits à des prix beaucoup plus intéressants, sans pourtant avoir des casse-têtes liés aux périodes d'importation. Jusque-là, on avait cherché à baisser le prix des denrées de première nécessité. On sait que juste après, quelques jours après l'arrivée de ces mesures, évidemment, on a vu ce que cela a donné. Oui, alors le grand problème que nous avons continue de flamber. Et c'est quel que soit le régime, c'est le suivi dans les décisions. Vous savez, depuis Abdou Diouf, nous avons un grand problème de suivi au niveau des décisions qui sont prises. Et c'est ce qui fait que, par exemple, on prend une décision telle que la baisse des prix des produits de première nécessité. Dans la première période, on voit les agents descendre donc sur le terrain, commencer à verbaliser. Mais un mois et demi plus tard, vous ne voyez plus personne. Et donc, quand il n'y a pas de suivi, ce qui se passe, c'est que la nature a horreur du vide et les commerçants reviennent. Et aujourd'hui, il y a quelques difficultés qu'on commence à noter sur le marché. Alors donc, Abdou Fouta Yahoumpa, je l'ai dit, ces DPG arrivent dans un contexte de morosité économique, avec des secteurs carrément dans des situations difficiles, comme les BTP et d'autres aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce sujet, à ce niveau-là, pour quand même relancer le secteur, pour qu'il n'y ait pas ces pertes d'emploi qu'on a constatées durant ces 8 mois?
Ce secteur qui est vital pour l'économie sénégalaise, je crois qu'il faudrait une attention particulière de la part de nos gouvernants. D'abord en payant la dette, parce que ces entreprises... La dette intérieure. Oui, la dette intérieure, parce que ces entreprises de BTP connaissent depuis des années des difficultés. Tout le monde est au courant. Il y a eu une des plus grandes entreprises du BTP qui a eu, je crois, il y a 3 ou 4 ans, voulu se débarrasser de presque plus de 200 travailleurs. Donc, tout le monde connaît ce problème. Deuxième chose, il faudrait certainement débloquer les mesures consistant à arrêter les travaux au niveau de certaines zones de Dakar, de Thiès, en tout cas au niveau des zones utiles du centre-ouest, du centre et du ouest, ça veut dire de Thiès, Mbour, Dakar, où on a arrêté les travaux, ce qui non seulement entraîne un chômage des travailleurs, mais aussi les commandes en ciment, en fer et autres, le transport. En tout cas, il y a tout un ensemble d'activités connexes au BTP qui connaissent à l'heure actuelle des problèmes. Donc, il faut payer la dette intérieure, mais aussi, plus ou moins, en tout cas, assouplir ces mesures qui consistent à arrêter les travaux dans ces zones. L'autre élément, à mon sens, c'est qu'il faut que ce régime aussi engage de grands travaux, comme on y a à le faire. Abdoulaye Wade, tout le monde le connaissait dans ces grands travaux, qui font appel à beaucoup de main-d'œuvre, mais aussi Macky, quoi qu'on en dise, a eu à engager de grands travaux. En tout cas, pour le BTP, voilà ce dont le BTP a besoin. Et vous savez tous que lorsque la dette intérieure est payée, l'argent circule. Parce que les entreprises vont payer les ouvriers, les entreprises vont payer les prestataires de services, les sociétés sous-traitantes, et l'argent va circuler. Ce qui veut dire que c'est là un moyen, en tout cas, pour atténuer cette morosité économique que tout le monde ressent. Récemment, un ami qui est commerçant dans une petite ville qu'on appelle Thiadiaye, quand on discutait, il me dit en wolof quoi. Autrement dit, lui-même qui vend, il ne voit pas de clients. Comment voulez-vous avoir une boutique et ne pas avoir de clients? Donc ça veut dire que ce n'est pas simplement au niveau des grandes entreprises que les gens ressentent ça, ce n'est pas simplement aussi au niveau des ménages que les gens le ressentent, même au niveau des commerçants. Ça se situe en vérité le blocage. Mais le blocage se situe, je l'ai évoqué tantôt, au niveau de l'absence de circulation de l'argent. Autrement dit, un déficit d'à peu près 100 milliards, on a dit. Hein, voilà. Donc, de monnaie. Les gens, au niveau de leur activité, ne voient plus de clients, entre guillemets. Je veux dire, une grosse entreprise de BTP travaille pour l'État, parce qu'on ne peut pas travailler pour un particulier. Ils font des chantiers, de grands immeubles, des ponts, etc. Mais s'il n'y a pas de marché, cette grande entreprise aura des problèmes. C'est la même chose aussi si, quelque part, au niveau de la distribution, ce que vous avez stocké dans vos magasins n'a pas preneur, ça pose un énorme problème. Ça veut dire ce problème, c'est que c'est ce manque d'argent que le consommateur a et qui ne pourra pas acheter les marchandises produites par les entreprises, ce qui constitue véritablement un problème dans ce pays. Alors donc, comment payer cette dette intérieure, Momar Ndao, lorsqu'on a un déficit budgétaire de 10,5% du PIB? Alors c'est toujours le grand casse-tête que nos pays africains ont, particulièrement le Sénégal, mais qui a pu trouver par des systèmes de gymnastique financière pour faire face à cela. Maintenant, la grande problématique, c'est que vous ne pouvez donner que ce que vous avez gagné. Ce que vous avez gagné, entre autres, c'est la raison pour laquelle vous avez vu, il y a beaucoup de pression fiscale pour essayer d'augmenter les rentrées d'argent. C'est vrai que la pression fiscale, elle est apparemment contre-productive parce qu'elle n'a pas permis quand même d'avoir les recettes. Bon, je pense qu'il y a eu quand même un grand bond au niveau des recettes. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que les gens doivent faire de l'argent et ne pas payer les impôts ou pas? Voilà la grande question. Si vous créez une entreprise et que vous savez que voici ce que dit le code des impôts, vous devez payer ces impôts-là, à ce moment-là, vous devez notamment prendre les dispositions pour les payer. Si on vous demande de les payer, vous dites non, il y a une pression fiscale. C'est-à-dire qu'il faut quand même que l'on revienne aussi à l'orthodoxie par rapport au fonctionnement des entreprises. Vous gagnez de l'argent,
Mais il y a une part qui doit revenir à l'État. Et cette partie, c'est les impôts, les taxes, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si pour pouvoir s'en sortir aussi, il faut optimiser les dépenses de l'État. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. L'État dépense environ entre 2300 et 2500, 2600 milliards de francs CFA pour acheter des équipements, des choses. Est-ce que vous savez que ce qui coûte 1000 francs est acheté par l'État à 10 000 francs? Est-ce que vous savez que pour financer certaines actions, tout simplement du fait d'un manque de trésorerie, si ça doit coûter par exemple 100 000 francs, l'intermédiaire prend les 40 000. Qu'on perd beaucoup d'argent, vous vous imaginez si on perd à peu près entre 20 et 40% de notre capacité de faire face à des Qui sont ces intermédiaires qui prennent cet argent? Non, c'est des commerçants, des baol-bol, des prestataires de services, des gens qui par exemple peuvent fournir, supposons l'État a besoin de, mettons, 2 rames de papier, il y a des gens qui sont prêts à pouvoir livrer ces rames de papier, et puis patienter le temps que l'État paye. L'État aussi paye tard. Voilà, alors l'État paye tard. Mais est-ce que les commissions financières doivent coûter 40% du montant? Non. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons, c'est vrai, des difficultés, mais si l'État achète mieux, vous imaginez 2300 milliards ou 2500 milliards, je ne sais pas quel est le montant, ça c'était le budget précédent, mais si on prend 10%, ça fait 233 milliards de francs CFA d'économie sur les achats. C'est-à-dire que si l'État dit aujourd'hui, moi, je vais optimiser mes achats, de faire de sorte que cela me coûte 10% moins cher. 10% moins cher. À ce moment-là, acheter groupé, par exemple? Oui, mais acheter groupé, je donne un exemple. C'est l'État qui achète. C'est l'État qui est pourquoi on va demander, mettons, des appels d'offres parfois et tout ça? C'est-à-dire que le système doit être revu. Si l'État dit, moi, j'achète, et voilà le prix que je paye. Celui qui peut fournir, il fournit. Celui qui ne peut pas fournir, il ne fournit pas. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire changer la démarche traditionnelle, parce que si vous prenez un cas très simple, l'État dit je vais acheter mettons du riz. Bon, on dit on va faire un appel à concurrence, un appel d'offres, etc. Mais les gens peuvent se liguer et se mettre d'accord parce que les quantités sont très importantes, le nombre de personnes qui est capable de donner, de fournir ce produit se compte peut-être sur le bout de la main. Et donc les gens peuvent s'entendre pour fixer des prix qui sont supérieurs à ce que cela devrait être. Aujourd'hui, l'État parle d'acheter du riz directement donc à l'Inde ou d'autres pays. Ce serait extrêmement important parce qu'on va gagner sur les prix d'achat. Donc, il y a plein de moyens que l'État peut mettre en œuvre pour optimiser ses achats. Bien sûr, à côté de ça aussi, optimiser les dépenses, parce que l'État doit plus de 20 milliards de francs CFA en matière d'eau. Or, l'État, quand il paye l'eau, il paye à 2164 francs le mètre cube, là où vous payez 189 francs le mètre cube pour la première tranche. La différence est énorme. Donc, vous vous imaginez, rien qu'en optimisant les dépenses, rien qu'en optimisant les achats, c'est plusieurs centaines de milliards que l'État peut mettre de côté, qui vont lui permettre de faire financer beaucoup de choses. Nous prenons l'exemple des exonérations. C'est entre 500 milliards et plus chaque année de cadeaux que l'État fait à des entreprises, à des chefs religieux, à des personnes, etc., à des entreprises. Or, nous avons des besoins pour financer notre énergie, pour subventionner notre énergie. Parce que contrairement à ce que voulait le FMI et la Banque mondiale, il faut subventionner l'énergie. Ce n'est pas ce que le FMI dit. Non, mais non, moi je le réparais. Voilà. Attendez, ils ont dit, maintenant ils ont changé. Ils ont changé. Milliards sur ils ont dit, il faut que les subventions soient ciblées. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, vous ne pouvez pas demander à un pays
qui aspirent à l'émergence, d'avoir une économie non compétitive du fait du prix de l'énergie. Prohibitif de l'énergie. Oui. Donc, vous ne pouvez pas dire ne pas subventionner l'énergie et mettre notre économie à genoux parce qu'elle ne pourra pas faire face à la concurrence. Et donc, moi, ce que j'ai dit, prenons une partie de ce qui est subventionné. C'est à 500 milliards qui sont laissés chaque année, environ plus. À ce moment-là, pour subventionner le courant, c'est 120 milliards que l'État met en général pour faire face aux nécessités de continuer le service public, etc. Donc, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle le ciblage de la subvention. On n'a pas besoin de subventionner le FMI, la Banque mondiale, les ambassades, l'Organisation des Nations Unies, toutes les représentations donc d'organisations internationales qui vont payer le courant moins cher, de manière subventionnée, parce que vous savez, quand vous consommez jusqu'à 150 kW, 250 kWh, c'est des tarifs les plus faibles, il n'y a même pas de TVA. Or, ces gens n'ont pas besoin de ça. Ça doit être destiné aux petites bourses et aux personnes physiques. Sauf que c'est facile maintenant de dépasser carrément. Oui, mais c'est ce en que. tout cas, mais par exemple, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, il faut faire une police d'abonnement spécifique pour les ambassades, les organisations internationales, etc., qui ont les moyens de payer. Et à ce moment-là, ils payent le prix normal et la partie de subvention qui devait les revenir va revenir à supporter la subvention générale. Donc aujourd'hui, en optimisant les dépenses, les choix d'investissement, on peut mettre beaucoup d'argent de côté pour faire face aux nécessités impérieuses de maîtrise du coût de la vie, etc. Mais sur ce point-là, si on regarde un peu la nomenclature du budget, si je ne m'abuse, 1800 milliards sont affectés au secteur, en tout cas, social d'une certaine façon. Oui, mais on pourra alors, avec 1800 milliards qu'on éjecte dans ce secteur-là, sur quoi on devrait vraiment faire focus pour peut-être permettre à Gourgourlou de sentir un peu moins moi j'ai fait des propositions pendant... Sur quoi exactement? D'abord, il faut que les éléments quotidiens soient maîtrisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un commerçant doit pouvoir gagner de l'argent, mais on n'est pas pour la spéculation. Donc tous les produits de première nécessité, en commençant par la viande, le poisson, le lait, etc., tous ces produits doivent être administrés. Administrer, cela veut dire que l'État veille à ce que les commerçants gagnent leur vie, mais pas de spéculation. C'est extrêmement important, mais parce qu'aujourd'hui, si on vous vend le kilo de viande à 100 000 francs, l'État ne peut rien faire, parce qu'il n'a pas administré, il dit que c'est un prix libre. Donc je ne sais pas si vous imaginez tous les produits que nous consommons de manière quotidienne et qui sont dans le domaine du libre, le poisson, même le pain-thon, le thon, aujourd'hui, qui remplace des repas. Il coûtait dans les 1000 francs, 750, maintenant il est presque à 2000, 1500 parfois, 1400, ça dépend si vous l'achetez en gros, etc. Donc c'est de la spéculation pure et simple. Il y a des produits qui sont... Le thon, il est fait localement, par une entreprise locale. C'est le thon qu'on a pêché dans nos eaux. Donc, il y a une possibilité de réguler les prix sans pour autant mettre la pression sur les commerçants en leur demandant de vendre à perte. Non. Alors, l'État interdit même de vendre à perte. Alors, Abdou Fouta Diakhoumpa, l'essentiel de nos hommes d'affaires, bon, on dira un peu comme ça, une belle brochette, sont en prison ou en maille à partir avec la justice. C'est selon. Est-ce que cela donne un bon signal du côté des investisseurs? Avant de répondre à cette question, je voudrais compléter un peu ce que M. Ndaw a dit en disant au niveau de la commande publique, il faudrait aussi que l'État ait l'habitude de commander les meilleures qualités. Ou bien commander de la qualité. Parce qu'à ce niveau aussi... Ah oui, souvent, il y a des problèmes à ce niveau. On joue le matériel se détériore très rapidement. Parce que c'est du fait des appels d'offres. Parce que souvent, l'État préfère acheter avec celui qui moins 10 ans, mais qui, la plupart du temps, ne nous amène pas la meilleure qualité. Deuxième chose, il faut que l'État aussi s'habitue à réparer.
à entretenir, à réparer. Allez dans les administrations, vous allez voir... Beaucoup de véhicules en tout cas. Les ordinateurs, les imprimantes, les climatiseurs. L'État, pour l'essentiel, ne répare pas. Ensuite, il faudrait éduquer aussi le fonctionnaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ce matériel-là Il les réforme après. C'est ce qu'on appelle... la réforme. Autrement dit, ils vendent ça. Ce sont les domaines qui vont faire un appel, une publicité, et ceux qui sont intéressés viennent acheter aux enchères avec un commissaire-priseur normalement. Mais ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est qu'il faut aussi que les agents de l'État aient l'habitude de ne pas malmener et maltraiter le matériel. Regardez les véhicules de l'administration, comparez-les aux véhicules d'une banque ou bien de la Sonatel. Mais vous voyez la différence. Ça veut dire que les gens maltraitent les véhicules. À partir de ce moment-là, si les gens ont conscience que ce matériel leur appartient parce que ça appartient à l'État après tout, l'État c'est eux parce que c'est eux qui vont donner de l'argent à l'État plus tard via les taxes et les impôts pour acheter ce matériel, ils vont peut-être les entretenir comme nous entretenons nos véhicules particuliers. Autre chose à ce niveau aussi. C'est un problème de maintenance aussi ne se pose pas. Oui, c'est ce que je dis. Entretien, réparation, l'entretien signifie aussi la maintenance. Même dans les hôpitaux, on voit que généralement les radios sont en panne, les scanners, il y en a beaucoup. Mais je dis partout, dans l'administration publique, y compris les hôpitaux et ailleurs où vous allez retrouver le même problème partout. Même si vous allez au camp à Boudjassé. Vous allez voir beaucoup de matériel qui est là, en panne, etc. Si vous allez dans un autre camp, c'est la même chose. Pour dire que ce n'est pas simplement les hôpitaux, ce n'est pas simplement l'armée, mais c'est partout. On maltraite pour passer encore d'autres marchés, se sucrer, c'est un peu ça. Évidemment, quand il n'y a pas de matériel, on a besoin de matériel, ce sont des outils de travail, l'État est obligé d'en trouver. Et pour en trouver la plupart, comme l'État ne paye pas très rapidement, celui qui vous fournit le matériel, en tout cas, augmente les prix. Parce qu'il va se dire, moi, je vais attendre mon argent, et là, je ne pourrai plus l'utiliser pour avoir du bénéfice. Donc, comme je te donne de la marchandise, comme de l'argent que je te prête, mais j'y mets en tout cas comme à la banque. Un surplus, comme au niveau des banques. Maintenant, les hommes d'affaires qui ont des problèmes avec l'État, je crois que c'est une mauvaise chose. Et, en tout cas, on parle de Djoubol. C'est un signal qui pourrait décourager en quelque sorte les investisseurs. Et est-ce que ce n'est pas en partie ce qui explique aussi ce marasme économique que nous vivons? Certes, tout le monde est pour le Djoubol. Personne n'est contre. Bon, on nous disait gestion sobre et vertueuse. On a vu ce que ça... En tout cas, il y a quand même la présidence et peut-être la primature. Il n'y a pas eu de réduction, en tout cas, si on regarde un peu le budget. Oui. Ce qui est constant, ce serait difficile. Ce serait difficile qu'il y ait une réduction parce que nos budgets, c'est quoi? La plupart du temps, c'est le fonctionnement, c'est pas l'investissement. Le budget est consacré pour l'essentiel à payer des salaires. C'est-à-dire, est-ce que le personnel de la présidence, de la primature a connu une baisse? Je ne crois pas du tout. Donc, comme on est obligé de payer des salaires, mais ce sera toujours le même budget. C'est ça qui pose un énorme problème. Donc, la rationalisation des effectifs de la fonction publique est un impératif pour diminuer la masse salariale aussi. Ah oui, il faut diminuer le nombre de fonctionnaires. Non, je ne parle pas des fonctionnaires. Je parle des agents publics. Tout ce qui émerge au niveau du budget de l'État, ce serait en tout cas bon que l'État fasse un audit pour voir là où il y a plus de personnel qu'il n'en faut et là où il y en a moins. En tout cas, si vous fréquentez les services publics, vous vous rendez compte d'abord qu'il y a dans certains services plus de personnel qu'il n'en faut. En tout cas, les gens tournent plus les pouces qu'ils ne travaillent. Qui font du ensuite, ils ne rendent pas aux usagers un bon service. Nous tous, nous déplorons la qualité du service. Et pourtant, c'est nous qui payons les salaires. Nous les Comment expliquez-vous ça, vous qui êtes... un manque de conscience professionnelle qu'on retrouve partout. Qu'on retrouve chez les fonctionnaires, qu'on retrouve chez les journalistes, qu'on retrouve chez les artistes, qu'on retrouve partout. C'est le Sénégalais. Ce n'est pas une question de corporation, c'est une question de Sénégalais. Donc, ces hommes d'affaires, je crois qu'il faudrait
même si tout le monde voudrait qu'il y ait une reddition des comptes, que les gens soient probes dans les affaires, que l'honnêteté règne dans ces pays comme au temps de nos ancêtres, aussi il faudrait en tout cas pouvoir savoir, ou pour ne pas dire pouvoir conjuguer avec l'urgence qu'il y a à encourager l'investissement dans ces pays. Parce que c'est l'investissement qui, en tout cas, génère le développement. La croissance, qui développe le développement et qui, en tout cas, crée des emplois. À ce niveau, donc, je crois que un peu de balle à terre, ce serait bien pour... Pourquoi, Momar Ndao, on court après comment on les appelle encore, ces hommes d'affaires pourquoi on cherche à les mettre en prison? C'est dû à quoi selon vous? C'est gage de jubel ou c'est parce que peut-être ils ont fricoté avec l'ancien régime pour les faire payer? Bon, moi je pense que c'est pas une question de fricoter avec l'ancien régime ou pas. Les hommes d'affaires qui n'ont rien fait n'ont pas de problème. Mais si vous descendez de la voie, on vous ramène sur la voie. S'il y a des textes qui disent que si vous faites ça, vous êtes sanctionné. Si vous le faites, vous êtes sanctionné. C'est pas une question de couleur. C'est pas une question de couleur. Ce qui est anormal, c'est que vous enfreignez la réglementation et qu'on vous dise rien. Parce qu'en fait, un pays, il est organisé. Si le pays est organisé, qu'on dise voilà ce que vous avez le droit de faire, voilà ce que vous pouvez faire, ça vous ne devez pas le faire. Mais il faut le respecter. Si vous le respectez pas, on n'aura plus un pays, on aura une jungle. Et moi, je pense que l'histoire de reddition des comptes, tout ça, là, ça doit même pas être une politique, ça doit être naturel. C'est-à-dire, chaque jour, on regarde ce que les gens font. Si vous brûlez le feu, on vous arrête. À chaque fois qu'il y a alternance, on constate que les hommes de l'ancien régime, généralement, sont poursuivis par la justice. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si, par exemple, il y a quelqu'un qui commet une faute, et que cette faute n'a pas été sanctionnée. Généralement, c'est du même d'un seul côté que ça se passe. Non, mais c'est-à-dire, moi, je vous dis, on ne peut pas arrêter quelqu'un sans motif valable. On ne peut pas dire, bon, parce que vous étiez de l'ancien régime, on vous arrête. Non, c'est pas possible. Mais vous étiez de l'ancien régime. Est-ce que tous ceux qui sont de l'ancien régime sont poursuivis? Non. Alors, ce qui se passe, c'est, est-ce que la personne, dans les missions qui lui ont été confiées, a été réglo avec la réglementation? C'est aussi simple que ça. S'il est réglo, il n'y a pas de problème. Mais s'il a fait des choses qui étaient impunies et que ces choses reviennent à... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque régime, il y a des inspections qui ont été faites, il y a la Cour des comptes qui a donné des orientations, etc. Et donc, il y a des conclusions qui disaient, par exemple, il faut traduire telle personne devant la justice, telle. Mais s'il n'y a pas de suivi, quand il y a la transmission des pouvoirs, les nouveaux vont voir qu'il y a des rapports qui existent. Vous êtes du nouveau régime ou de l'ancien régime, vous êtes d'aucun régime. Si vous enfreignez la réglementation, on doit la réglementation. Maintenant, s'il y a une situation qui est comme ça et pour laquelle il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de trucs, il faut que l'enquête soit poursuivie. Il paraît qu'il y a une enquête qui a été ouverte, mais maintenant on attend les conclusions de l'enquête. Maintenant, il faut que chacun fasse le travail qu'on attend de lui. Il y a des corps de contrôle qui font des enquêtes qui donnent des résultats. Mais ceux qui doivent transmettre ces résultats à la justice doivent faire leur travail. Et quand ça arrive à la justice doit faire son travail. Alors, Abdou Fouta Diakhoumpa, est-ce que vous qui, quand même, regardez très près la scène politique sénégalaise, est-ce que vous sentez que la justice joue vraiment son rôle correctement? Est-ce qu'elle regarde des deux côtés? Oui, mais la justice joue le rôle qu'on lui demande de jouer, parce que la justice, après tout, est une administration. Quoi qu'on puisse dire, c'est un pouvoir, oui, ça c'est théorique, c'est les constitutionnalistes qui le développent, mais quel que soit X, la justice fait partie de l'administration publique. Et pour l'essentiel, ceux qui poursuivent sont soumis à un pouvoir hiérarchique. Par conséquent, ce qui est constant, c'est que dès lors que le procureur est soumis aux ordres du ministre, de son ministre de tutelle, il obéit à des instructions. Ce que souvent les nouveaux pouvoirs oublient. J'ai eu à le dire ici, en remue-ménage avec vous-même, que les patrons des forces de défense et de sécurité qu'on a démis
n'ont fait qu'obéir à des ordres. Et quiconque serait placé à leur place obéirait de la même façon parce qu'ils sont formés comme ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que la liberté, en tout cas l'indépendance qu'on souhaiterait, ça ne peut être que des juges du siège. Et éventuellement, on peut y adjoindre les juges d'instruction. Mais le procureur lui-même, si le ministre lui dit poursuit tel, il sera obligé de le poursuivre. L'autre aspect, c'est qu'il faudrait qu'on en arrive à ce que les politiciens respectent leur engagement lors des campagnes politiques. Autrement dit, quand on dit que je ne serai plus, en tout cas au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, quand dans les programmes on dit qu'on va donner une certaine autonomie au procureur, ce serait bien que les gens respectent ça. Parce que dès lors que le procureur sait que s'il ne fait pas ce que la hiérarchie lui demande, il va être démis, excusez-moi, mais évidemment, s'il n'est pas très fort mentalement, il va toujours obéir. Tout le monde se souvient que c'est en pleine audience qu'Aliou Ndao a été démis de ses fonctions de procureur. Maintenant, je crois que on a au moins au Sénégal un progrès qui n'existe pas dans les autres pays, c'est que nos magistrats, je parle de ceux qui sont au siège, sont en tout cas plus libres, plus indépendants, plus courageux que dans d'autres pays. Parce qu'on a vu ici beaucoup de cas où le juge du siège est allé à l'encontre de la volonté du pouvoir politique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est politique. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire le politicien ne cherche que ce qui l'arrange. Il ne cherche pas ce qui est normal. Il ne cherche pas, la plupart du temps, ce qui arrange l'autre. Il ne cherche que ce qui l'arrange. À partir de ce moment-là, il fait toujours, en tout cas, feu de tout bois pour parvenir à ses fins. Nous tous, nous avons eu à déplorer ce qui s'est passé récemment. En étant dans la même coalition que quelqu'un, on le porte comme député, comme maire, on est plié ensemble, on le combat. Vous parlez de Barthélémy Diaz. Oui, je veux dire que les Sénégalais normaux qui ne sont pas des politiciens s'offusquent de cela parce qu'ils se disent que c'est contre nos valeurs. Mais c'est pas ça la mentalité des politiciens. Imaginons Mamadou Seck, ancien ministre des Finances, quand on l'a accusé, mais il a démissionné, tout le monde s'en souvient. Mais pourquoi ce gars-là ne démissionne pas? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, vous voyez que, au-delà, c'est ce que je disais, les magistrats, au-delà des institutions, de la hiérarchie, il y a aussi la qualité de l'homme lui-même. Il y a des hommes qui savent dire non, il y a d'autres qui ont une flexibilité de l'échine telle que ils se courbent devant n'importe quoi. Mais ce qui est constant, c'est que, en tout cas, moi, si j'avais à évaluer notre justice, en tout cas, je leur aurais donné au moins 15 sur 20. Autrement dit, je suis satisfait. Parce que 15 sur 20, c'est très bien. Très bien. On verra ce que ça va donner. Momar Ndao, Barthélémy Diaz écarté de la mairie, on l'a vu, il a perdu aussi son écharpe de député. En quelques mois, finalement, Barthélémy passe du Domoudé à, en tout cas, l'ennemi carrément juré du nouveau régime actuel. Oui, bon, vous savez, ça c'est des lectures. Hein. Il faut regarder les faits. Les faits, c'est quoi? Il avait été dit, avant même qu'il y ait un changement de régime, qu'on attendait que le ministère de la Justice donne son OK pour qu'il soit radié de l'Assemblée, n'est-ce pas? Et pourtant, ça n'a pas été fait. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi le Conseil constitutionnel a validé sa candidature? Le Conseil constitutionnel, pour moi, n'aurait pas dû valider une candidature. Donc, moi, j'ai beaucoup de reproches que je fais au Conseil constitutionnel, notamment sur les dernières élections présidentielles, parce que ils ont laissé passer des candidats, tout ça, qui ne devaient pas être. C'est le juge. Oui, mais c'est le juge, mais normalement. Mais c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve une formule, parce que quand le Conseil constitutionnel viole la Constitution, c'est quand même un problème réel. Ça, c'est de votre point de vue, peut-être. Oui, je vais donner juste quelques exemples. Le Conseil constitutionnel a autorisé une binationale qui a été arrêtée pour cela, à l'occurrence Rose Wardini. Et
et a interdit un autre binational, en l'occurrence Karim Wade. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel n'a pas rejeté la candidature de Rose Wardini. C'est elle-même qui a démissionné. Et ça, c'est contraire à la Constitution. Ça, c'est juste un exemple. Il y a plein d'exemples aussi. Donc, il y a un problème réel d'application de la réglementation. Maintenant, il y a un débat juridique, c'est normal. Quand vous êtes justiciable et qu'on vous accuse de quelque chose ou qu'on prenne une décision sur laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous devez vous battre sur le plan juridique. Je pense que l'opposition a le droit de critiquer. Mais il faut savoir qu'il y a des dispositions réglementaires qui sont là. Les gens ne lisent pas le code pénal. Et c'est là, c'est le grand problème. Je me souviens, j'avais eu cette discussion avec le président Wade. À l'époque, il n'était pas président. Je disais, mais monsieur le président, savez-vous que l'article 1 dit que toute manifestation sur la voie publique est interdite, alors que vous ne vous battez pas contre cet article-là. Et vous continuez de manifester, on vous réprime tous les jours. Et c'est ce qui a fait que quand il est arrivé au pouvoir, il a mis le droit de manifestation dans la Constitution. Mais même si le droit de la manifestation est dans la Constitution, elle est réglementée, elle est organisée par les textes. Donc pour dire que si les gens lisaient les textes, il y aurait beaucoup moins de complications. Je m'explique. Pourquoi PASTEF a soutenu la candidature de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar, a fait élire, c'est ce que Ousmane Sonko dit, sachant que Barthélémy avait dans le dos le problème de Ndiaga Diouf. Non, mais le problème de Ndiaga Diouf était déjà là depuis longtemps. Oui, pourquoi l'avoir soutenu? Moi, je pense que si on doit soutenir un candidat, il faudrait que sur le plan juridique, ça soit possible. Ah, mais c'est ce qu'ils ont fait et ils reviennent pour le démettre après. Non, ça c'est pas normal. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est faire respecter la réglementation, quels que soient les intérêts du moment. Les intérêts du moment ne doivent pas être à la base d'une application ou non de la réglementation. Ah oui, vous êtes de l'APR, donc vous avez brûlé le feu, je vous prends. Ah, vous êtes du PASTEF, passez. Non, il faut prendre tout le monde. Moi, c'est ça ma vision. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait des... Mais c'est pas parce que... Je donne un exemple. Il y a un problème quand même qu'il faut qu'on dépasse. Beaucoup d'intellectuels de haut niveau disent, oui, pourquoi on a pris telle personne accusée de vol, par exemple, alors que ses prédécesseurs avaient volé. Est-ce que vous pensez que ça, c'est intellectuellement acceptable? Est-ce que c'est acceptable que quelqu'un dise oui, pourquoi on sanctionne celui-là alors qu'il y a d'autres qu'on n'a pas sanctionné? Mais le 2 poids 2 mesures n'est pas acceptable non plus. Non, je n'ai pas dit 2 poids 2 mesures. Je m'explique. Il faut qu'on se comprenne. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des voleurs qui échappent. Dans tous les pays du monde. Donc, parce qu'un voleur a échappé, on dit que oui, l'autre qui a volé, on ne doit pas le prendre. Dans tous les pays du monde, il y a des dysfonctionnements dans la justice. Est-ce que parce qu'il y a un dysfonctionnement dans la justice, on dit on ne doit pas prendre les autres? C'est un dysfonctionnement? Non, ou alors c'est parce qu'on a choisi de ne pas le poursuivre? C'est ce que j'explique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Je donne un exemple. Aujourd'hui, la requête qui avait été faite par un militant contre Barthélémy Diaz, c'est pas l'État, c'est un simple membre de PASTEF. Oui, mais c'est un individu. C'est un PASTEFien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les individus eux-mêmes peuvent initier des actions. Est-ce que ce n'est pas forcément c'est un PASTEFien qui l'a fait? Oui, mais c'est pas PASTEFien, c'est un individu. Voilà. Parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent que devant des situations, ceux qui ont intérêt à agir peuvent agir. Ce n'est pas forcément l'État qui a intérêt à agir, ce n'est pas forcément le PASTEF, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il faut avoir intérêt à agir, il faut que votre requête puisse être acceptée. Ça, Alors, Abdou Fouta Diakhoumpa, vous avez entendu Momar sur évidemment les justifications qu'il vient de donner. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour le Conseil constitutionnel, je crois que peut-être il faudra nuancer et comprendre que ce Conseil, n'étant pas doté d'un pouvoir d'investigation, recevait simplement les candidatures. Et si vous avez remarqué, ce sont des tiers qui sont venus dénoncer et qui ont apporté des preuves. Absolument. Et à partir de ce moment-là, le Conseil a eu à agir. Parce que très souvent aussi, la Constitution, la loi limite les pouvoirs. D'ailleurs, ce qui le prouve, c'est que quand a saisi le Conseil, il a dit je ne suis pas compétent en matière de délibération. Une juridiction d'attribution. En matière de loi. Je crois que là aussi, il faudrait peut-être une révision.
Maintenant, il faut comprendre une chose, que les politiciens ne sont pas comme nous autres. Nous sommes des êtres normaux. Eux, ils sont anormaux. C'est pourquoi je le dis. Si aujourd'hui Barthélémy était dans la même coalition que Sonko, il n'allait perdre aucun mandat. C'est ça la réalité. Ils disent, voilà le gars, il n'est pas avec nous, il peut nous gêner à l'Assemblée nationale. On le combat. On a besoin de la mairie de Dakar. Mais tout le monde en a besoin. Toute formation politique en a. Et comme on va bientôt au local, quel que soit, on y ira en juin, c'est moi qui vous le dis, il faut donc l'affaiblir pour qu'il ne puisse pas rester. À partir de ce moment-là, on le démet de sa fonction de député, on le démet de sa fonction de maire. Parce que, à part lui, qui au niveau de Dakar peut en tout cas s'opposer fermement à Pastef pour avoir la mairie? C'est ça, leur raisonnement. Ce n'est pas un raisonnement d'un être comme nous qui disons, bon, on a été ensemble, il faut qu'on préserve certaines valeurs que nos ancêtres nous ont transmises. Non, ce n'est pas le problème. Pour eux, la fin justifie les moyens. Maintenant, à ce niveau, ce qu'il faut comprendre, c'est que les politiciens aussi ne tirent pas des leçons du passé. Si nous nous souvenons, c'est parce que Djiboka a eu des problèmes avec le PS qu'il est parti moins de 2 ans au législatif qu'il est à 14 députés. Le vent qui a propulsé, avec son appel du 14 juin, je crois, Moustapha Niasse, c'est parce qu'il avait des problèmes. Au Parti Socialiste, oui, avec Tanordien. Les 15% de Idrissa Seck en 2007, c'est quoi? C'est parce que Abdoulaye Wade l'avait maltraité. Et Macky Sall. C'est là où je voulais aboutir. Ça veut dire que ce qu'on fait à Barthélémy à l'heure actuelle, s'il a la grandeur de l'encaisser et de continuer à croire à ce destin, il sera le principal challenger. Et justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il a les ressources nécessaires pour faire face? On l'a entendu dire qu'il aura passé à l'usure, il est prêt à se battre. Est-ce qu'il a les ressources? Oui, mais vous savez, les ressources, ce ne sont rien d'autre que les Sénégalais. Parce que ce sont les Sénégalais qui vont décider. Ce sont les Sénégalais qui vont décider en 2029, pas quelqu'un d'autre. Donc les ressources, c'est ça. Ça veut dire... Entre-temps, est-ce qu'on n'aura pas réussi à l'annihiler, à carrément l'affaiblir? Oui, mais quel que soit X, Macky a fait tout ce qu'il pouvait contre Sonko. Et Sonko et son binôme ont réussi à l'exiler au Maroc. Wade, qu'est-ce qu'il n'a pas fait contre Macky? Mais pourtant, Macky est parvenu au deuxième tour à l'emporter sur Macky. Le PS a tout fait, on était là, a tout fait. Mais pourtant, la population a dit non, il faut une alternance. Et malgré l'apport des 14% de Djiboka, vous vous souvenez? Au second tour. Oui, mais au second tour, le PS, Abdou Diouf a eu le même nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les moyens de Barthélémy, c'est quoi? C'est de croire à son destin, de bien se comporter, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à lui reprocher, vraiment. Expliquez-nous un peu. Non, je veux dire, de bien se comporter. Son langage, ce n'est pas un langage adéquat pour le Sénégalais moyen. Donc, de bien se comporter. Mais en même temps, on a vu Ousmane Sonko aussi, qui a été une sorte de mais il ne faut pas prendre malgré tout, on a vu qu'il est passé. Oui, mais il ne faut pas prendre exemple sur les contre-modèles. Il ne faut pas. Je veux dire, l'essentiel des Sénégalais aimerait qu'il ait un langage autre que le langage actuel, qu'il croit à son destin, qu'il poursuit son bonhomme de chemin, et il a de fortes chances d'être le challenger de Sonko en 2029. Je suis Est-ce que vous faites le même raisonnement? Vous croyez à l'étoile de Barthélémy en 2029? Bon, moi je crois que je comprends comment fonctionnent les Sénégalais. Les Sénégalais, ils aiment bien les martyrs. Vous avez vu, à chaque fois que quelqu'un a été affaibli, les gens se sont retournés. Voilà, exactement. Donc ça, effectivement, même si il arrive que les Sénégalais se disent qu'il y a un acharnement contre Barth, beaucoup vont se liguer avec lui par réaction grégaire d'ailleurs, qui ne peut même pas s'expliquer. Bon, mais je pense que ce qu'il faut retenir dans la chose, c'est que nous avons un comportement au niveau politique qui n'est pas très très fair. Mais c'est vrai que les gens disent que oui, politique là, donc pour le Sénégalais moyen, tous les coups sont permis en politique. Ah oui? Parce que vous voyez des gens, aujourd'hui, ils vous disent
telle ou telle chose, ils font une telle déclaration, le lendemain, ils font exactement le contraire, ou ils disent exactement le contraire. Donc, et j'ai l'impression que on est en train de dire aux Sénégalais que la politique, c'est de vendre le vent, quoi. C'est-à-dire, c'est vendre du vent. Donc, la ça politique, fait partie aussi, non? Faire rêver. De machine. Voilà, faire rêver les gens. Donc, ce qui fait que, donc ça, c'est déjà un grand problème. Maintenant, moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est que les Sénégalais comprennent que le plus important, c'est pas ce que disent les politiques, mais ce qu'ils font pour eux. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, les déclarations, tout ça là, c'est bien, mais qu'est-ce que politiquement la personne a apporté? Au lieu de donner de l'emploi, en tout cas peut-être aux Sénégalais moyens, est-ce que quelque part aussi d'autres ne sont pas rassasiés lorsqu'on leur donne un peu de sang, lorsque on met certains en prison, lorsqu'on affaiblit d'autres? Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait la force peut-être d'une certaine façon du PASTEF? Ce discours populiste, on l'a jamais eu au Sénégal. En tout cas, moi, j'étais là et j'étais conscient quand Senghor était là. Je veux dire, j'étais déjà mûr. Je sais, donc, je connais plus ou moins l'histoire politique du Sénégal, mais des politiciens comme ceux de PASTEF, c'est rare de voir des gens comme ça. Pourquoi certains Sénégalais attendent de ce régime-là du sang, qu'on leur offre des gens, qu'on envoie à la guillotine? Pourquoi pourquoi ils en ont besoin? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le Sénégalais lui-même qui a beaucoup changé, qui s'est métamorphosé. Je l'ai dit 2 fois, je crois, en disant que les gens ne sont plus comme étaient nos parents, nous, ou nos grands-parents. Ça veut dire, à l'heure actuelle, c'est le monde du spectacle, c'est le monde de la violence, c'est le monde du paraître. C'est-à-dire, c'est ça que les gens aiment. Les gens n'aiment plus ce qu'on aimait, la paix, etc. Regardez, quand il y a un problème quelque part, tout le monde vient. Et tout le monde filme. Même si des gens se battent, au lieu de les séparer. Ça veut dire que la violence semble être innée en nous maintenant. Et ça s'exprime partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des temps, les Sénégalais, si aujourd'hui on dit on a arrêté Samuel Sarr, ils sont contents. Ils savent le connaître. Bon, je ne dirais pas par cynisme ou par méchanceté, mais ça les arrange. Peut-être aussi, ils vont faire une comparaison avec celui qui a une certaine situation, une aisance, et ma situation qui n'est pas religion. Je ne sais pas. En tout cas, on a un problème psychologique. Un problème de Sénégalais qu'il faudrait reformater. On a vendu de la haine aux gens. Partout. Et les gens achètent. Dans les quartiers. Mais regardez celui qui est contre les Pelfouta. Comment se fait-il que dans un pays normal, qu'il puisse avoir autant de voix pour avoir un député? Dès sa première... oui. Dès son premier essai. Alors que pourtant, il y avait des gens que j'ai déjà qualifiés, qui ont un discours meilleur, qui n'ont pas eu autant de voix. Être riche est devenu dangereux, apparemment. Non, attendez. C'est être homme d'affaires qui est devenu dangereux, peut-être. Mais pas être riche. Il y a des riches anonymes qui sont dans ces pays, mais qui est plus riche que... je ne voudrais pas citer des noms. En tout cas, il y a des gens qu'on dit qu'ils sont très riches, qui travaillent ailleurs, qui ont leur argent ici, ailleurs, mais ils ne sont pas inquiétés. Quand vous prenez les... Non, je parle du Sénégalais moyen qui vous voit revenir avec votre véhicule, oui, non, là, vous avez votre immeuble. C'est ce que je disais tantôt. Je veux dire, ça, ce sont les tares de la société sénégalaise qui l'emportent sur les vertus. Ça dit, les vices l'emportent sur les vertus. Le Sénégalais est devenu méchant gratuitement. Méchant. Alimou est docteur d'État, ça ne me plaît pas. Mais je n'ai qu'à aller à l'université de une thèse, non? Mon voisin a peint sa maison, moi, ma maison, il est mécontent. Et quand même tu sors, il dope sur toi. C'est-à-dire, les tares, c'est-à-dire les défauts que nos ancêtres avaient parvenu par l'éducation à étouffer, ont ressurgi. Pourquoi? Parce que l'éducation n'est plus ce qu'elle a été avant. La régulation sociale aussi, c'est un problème peut-être dans nos sociétés, non, Momar? Oui, je partage parfaitement tout ce qu'il a dit. Nos Sénégalais sont devenus plus méchants dans les quartiers. Non, peut-être que ça s'est exacerbé. Parce que vous savez, aujourd'hui, les Sénégalais se délectent de dire du mal de quelqu'un. Oui. Est-ce que vous vous imaginez, il y a des médias tels que TikTok, etc., que les gens utilisent. Si vous allez en Chine, c'est pour donner des exemples. Vous trouvez un gros caillou sur la route, vous descendez de votre véhicule, vous déplacez, aussi, etc. Oui, donc, ou bien pour faire du commerce, ou pour vendre des choses, etc., ou pour montrer de la recherche industrielle. C'est-à-dire des choses positives.
Mais regardez, la majeure partie des contenus qui sont au Sénégal, c'est soit dire du mal de quelqu'un gratuitement, ou montrer des choses négatives, ou bien danser, ou des choses qui ne rapportent absolument rien. Des futilités. Or, je pense qu'on aurait pu l'utiliser pour des choses beaucoup plus positives. Ça, c'est la première chose. L'autre élément, c'est qu'il y a une dégradation de l'enseignement et de l'éducation elle-même. Nous, lors des élections présidentielles, on avait fait une enquête et on avait vu qu'à peu près 57,1% des gens avaient un niveau qui était inférieur au primaire. Donc, ça veut dire que les gens aujourd'hui n'ont pas reçu d'éducation arabe ou italienne ou française, ou pas d'éducation. Non seulement l'instruction aussi fait défaut, mais les parents ont démissionné depuis très longtemps. Le verrou moral a sauté. Exactement. Le verrou moral ayant sauté, donc il n'y a pas de connaissances. Vous ne pouvez pas travailler si vous ne savez rien faire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de Remue Ménage. Nous avions donc comme invité Momar Ndao. Il dirige Ascosen. Oui, Momar, merci d'être venu. Merci, Mohamed. En face, vous aviez donc Abdou Fouta Diakhoumpa, qui est inspecteur du travail à la retraite. Merci, Abdou. Merci. Merci d'être venu. Au micro, Mohamed Ali Moumba, à la technique Abdelkader. Retour de Remue Ménage la semaine prochaine. Bonne journée. mbokk jàngeen jëf fukki waxtu ak benn xibaar ci gàttal dañu wutal